Le podcast d'aujourd'hui est fièrement commandité par l'équipe Jordan Lanoux et associé chez IG Gestion de Patrimoine. C'est une équipe de planificateurs financiers super terre-à-terre, dynamiques et passionnés. Disponibles et transparents, leur mission est de vous aider à réellement comprendre le monde dans lequel on vit et qu'on n'a pas pris le temps de nous expliquer. Simplement vous aider à atteindre vos objectifs et vulgariser le jargon des finances pour avoir la tranquillité d'esprit. Que vous ayez des questions sur la fiscalité, l'optimisation de vos revenus, les placements, les assurances pour votre famille ou votre entreprise, les études de vos enfants, l'achat d'une première ou seconde propriété, s'assureront de vous guider vers les priorités d'une période à l'autre. Nous sommes ravis de collaborer avec cette équipe qui partage notre vision d'un avenir financier sécurisé et prospère et qui nous permet de partager notre passion pour le sport. N'hésitez pas à les contacter pour prendre un temps d'arrêt et discuter de votre futur financier. Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 110 du Temps d'arrêt. Je suis très heureux de recevoir mes collaborateurs NFL, Michael Charland, Thierry Murray. Ça va bien, les gars? Alors, Ça va très super bien. bien, début de la saison. Let's On go! est très excités, fébriles. Puis, on se lance dans la couverture d'une nouvelle saison de la NFL. On revient d'un petit congé estival de mon côté, dans lequel on a fait une petite pause des épisodes, des podcasts. Puis, c'est important quand même de mentionner que cette saison de couverture de la NFL sera la dernière du temps d'arrêt. Donc, là, après mûre réflexion et après plusieurs épisodes, ben, on terminera cette belle aventure là où elle a commencé avec un épisode sur le prochain Super Bowl. Donc, d'ici là, ben, il sera question de la prochaine saison du Canadien, des espoirs à surveiller en vue du prochain repêchage de la LNH, de la saison des Alouettes, encore une fois, et évidemment, couverture complète de la saison de la NFL. Donc, excité de ces prochains épisodes à venir. Puis, on se lance encore une fois dans une grosse couverture. On va, cette année encore pour vous, analyser les meilleures équipes de la NFL. On vous offrira, après chaque période de 3 matchs, une mise à jour de nos classements qui seront présentés de manière visuelle, comme l'année dernière. Un top 7 des meilleures équipes dans chacune des 2 associations avec une autre équipe à surveiller. À la mi-saison, on fera un gros épisode pour expliquer un petit peu les changements dans nos classements respectifs. Puis, ce qui nous mènera vraiment vers la fin de la saison et une grosse couverture, encore une fois, en éliminatoire. Ben, c'est ce qu'on a pour vous pour aujourd'hui. Un top 7 des meilleures équipes dans l'association américaine, dans la nationale. Avant de se lancer, si vous voulez bien, les gars, on se lance dans une autre saison de la NFL. Qu'est-ce qui, selon vous, quelle est la nouvelle saveur, si on veut, pour la saison 2025 à venir? Tiens, Thierry, pour commencer. Moi, j'ai hâte de voir les matchs qui vont être à l'étranger. Là. Il y a comme vraiment beaucoup de matchs qui sont en dehors des États-Unis. Là. Puis je pense qu'ils veulent continuer ça dans les prochaines années. Donc, voir des matchs au Brésil, il y en a, je pense, au Mexique, il y en a je pense, aussi en Allemagne. En Allemagne, oui. Et À Londres. de voir justement ces matchs-là en dehors des États-Unis, voir comment ça va fonctionner. J'imagine que ça va être florissant pour la NFL, mais j'ai hâte de voir ça. Définitivement. Michael, de ton côté? Ben, un petit peu comme Thierry a dit, là, j'ai hâte de voir surtout l'impact que ça va avoir ces matchs-là sur les équipes. On sait qu'il y a certaines équipes, il y a certains coachs, plusieurs joueurs qui n'aiment pas nécessairement voyager puis revenir. Des fois, les semaines sont courtes, donc c'est pas évident pour eux. Puis évidemment, les surprises, la NFL, c'est surtout pour ça qu'on suit. On pense qu'on a un bon classement selon toute logique, mais il y a tout le temps des surprises, donc c'est essayer de les prévoir, mais c'est toujours très, très, très excitant à suivre ce circuit-là. On l'a vu l'année passée, là, notre classement de début de saison par rapport à celui de fin de saison était passablement différent. On offrira dans l'épisode d'aujourd'hui aussi là, quelques réponses aux questions de certains auditeurs qui nous ont fait part de certains questionnements. Donc, on y répondra à la fin de l'épisode et un petit segment auquel nos collaborateurs ne sont pas préparés. Donc, on les prendra de court. Ça Oh! reste excitant. On se lance avec la couverture. On débute avec l'association américaine. La première équipe, Michael, de ton classement, ce sont les Ravens de Baltimore. Qu'est-ce qui retient ton attention de leur côté en vue de la prochaine saison? Ben écoute, j'aimerais commencer par évidemment Lamar Jackson qui, selon les statistiques, aurait
statistiques, dis-je bien, aurait dû gagner le MVP l'année passée. Ça a été du côté de Josh Allen, mais peut-être parce que Lamar est un petit peu mieux entouré. Mais donc justement, c'est une équipe en attaque là, c'est un petit peu un cauchemar pour la défensive. On parle de Lamar avec ses jambes, son bras qui s'est transformé en un vrai passeur, si on veut. Lui qui avait l'étiquette de plus de deuxième running back là, comme corps arrière. Avec Derrick Henry, le roi Derrick, c'est vraiment un. 1920 verges l'année passée, là, quand même, à Ah, 31 ans, c'est quelque chose. c'est extrêmement difficile à défendre. T'sais, on sait si Lamar il va soit passer, il est capable de te faire mal avec ses jambes. Puis encore là, tu as Derrick Henry qui peut faire le même dommage avec ses jambes. Fait que tu sais plus trop où donner de la tête. Le seul point, c'est que c'est une division extrêmement compétitive, celle des Ravens. Mais selon moi, là, ils vont réussir à tirer le bon numéro cette année, là, même s'ils ont eu l'année passée une fiche un petit peu moins reluisante que les gros clubs de l'association. Pour moi, c'est ceux qui vont sortir en haut. J'ai noté une nette amélioration au niveau de la tertiaire, là, que ce soit par l'acquisition clé d'un joueur comme Jair Alexander. À 28 ans, il est encore jeune. S'il peut rester en santé, c'est un joueur dominant. Donc, il va rejoindre les Kyle Hamilton, Marlon Humphrey. Leur choix de première ronde aussi, Malachi Starks. Donc, c'est une tertiaire. C'était un petit peu une faiblesse l'année passée. On se faisait passer souvent des jeux explosifs. On se faisait battre souvent pour des longs jeux. Là, on a adressé la situation, puis je pense que ça va être un élément marquant. Pour chacune des questionnements, pour chacune des équipes, pardon, j'irai d'un élément à surveiller, puis j'aimerais que justement nos collaborateurs répondent rapidement à un oui ou un non à la question que je vais vous poser sur l'équipe en question. Donc là, voici la mienne. Donc, Derrick Henry, on parlait de lui. Historiquement, la production des porteurs de ballon en 30 ans et plus baisse rapidement. Est-ce que selon toi, Derrick Henry peut garder la cadence cette année? Oui, Bon. oui, il peut garder la cadence. Le fait que Lamar Jackson est aussi une menace au sol, ils sont obligés de mettre une option pour Lamar. Donc, ça ouvre le jeu, ça enlève un joueur pour surveiller Derrick Henry. Donc, je crois que oui. Thierry, première équipe dans la nationale à tout seigneur, tout honneur, les champions en titre, les Eagles de Philadelphie. Avant de te passer la parole, quelques départs quand même clés. Là. On a libéré Big Play Slay, CJ Gardner-Johnson. Donc, on laisse place à la jeunesse, mais le départ marquant, c'est surtout celui du coordonnateur offensif, Kellen Moore, qui est rendu en chef avec les Saints. Qu'est-ce qui retient ton attention pour cette année? Ouais, avant ça, je vais changer ma casquette pour celle des Eagles. Pour ce petit segment, je vais mettre ma casquette. Donc, quoi de mieux que commencer la saison du podcast avec une victoire de la NFL, une victoire au Super Bowl. Super Bowl, quand même. Parfait pour ça. Qu'est-ce qui retient mon attention? Effectivement, tu l'as dit, quelques départs, mais c'est des départs que... Il y a certains départs que je ne suis pas trop stressé, comme celui-là de Darius Slay. Il s'en vient vieux, Darius Slay, quand même. Ouais. Donc, tu sais, souvent, là, les équipes, ce qu'il faut essayer de faire quand tu es un DG, c'est de te libérer d'un joueur avant qu'il soit trop tard. Tu essaies de trouver le moment où tu n'as pas le choix de t'en départir. Darius Slay, ça vient à 34 ans. Tu sais, c'est quand les corners de 34 ans, c'est très rare que ça reste dominant. Donc, l'année passée, il a été très productif. Mais cette année, écoute, tant mieux s'il l'est encore avec les Steelers. Mais je pense que c'était un choix à faire. Absolument. Ça va libérer un petit peu d'argent, puis éventuellement, on n'aura pas le choix de payer certains joueurs comme Jalen Carter, surtout avec les salaires que là, Micah Parsons a signés. À un moment donné, il faut se libérer de certains joueurs pour pouvoir signer nos gros noms. Mais par contre, on a quand même beaucoup de joueurs qui sont demeurés avec l'équipe. Ouais. Qui sont demeurés avec l'équipe. Je pense au secondaire, là, Zach Bond, qui est resté, qui a été une révélation l'année passée. En attaque, tous les partants sont encore là. Donc, la continuité au niveau des joueurs est vraiment là. C'est sûr qu'il y a un nouveau coordonnateur en attaque, mais il arrive avec justement une équipe qui est semblablement la même que l'année dernière. Donc, on a prolongé aussi Nick Sirianni, donc c'est une belle marque de confiance dans son côté. Là. Donc, vraiment, ça va être de voir, peut-être au début, ça va être un départ peut-être un peu plus lent avec un nouveau coordonnateur, mais avec tous les joueurs qu'il y a, s'il n'y a pas de blessés, écoute, cette attaque-là va être encore excellente. Là. La ligne à l'attaque est probablement la meilleure de la ligue avec Saquon Barkley. Je m'attends encore à
très bien en attaque. On a quand même le 4e calendrier le plus difficile parmi les équipes de la NFL cette année. On affronte 11 fois des équipes qui ont participé aux éliminatoires. On le sait qu'on est dans une grosse division que celle des Eagles. Donc, ce ne sera pas facile, mais on a vraiment les armes pour faire face à tout ça. De ton côté, Thierry, tu parlais du coordinateur offensif Kevin Patullo, qui a déjà travaillé là, avec Jalen Hurts. Il s'occupait quand même du jeu par la passe. Il a eu du succès. Mais est-ce que les succès de Kellen Moore pourront se poursuivre selon toi? Parce que ça n'a pas toujours été facile avec les coordinateurs offensifs du côté des Eagles. Avant Kellen Moore, ça avait été quand même assez ardu. Est-ce que Patullo pourra maintenir la cadence selon toi? Moi, je pense que oui, mais il faut vraiment qu'il se fie aux fondamentaux. T'sais, les Eagles, on a des meilleurs joueurs que les autres équipes à presque toutes les positions offensives. Fait on n'a pas besoin de. Il ne faut pas nécessairement se casser la tête avec des jeux les plus compliqués du playbook. Il faut juste dire on a une bonne ligne à l'attaque, on a un bon porteur de ballon, on a un carrière qui fait très bien, on a des bons receveurs. On y va avec le talent de nos joueurs, puis on s'adaptera en cours d'année, mais il faut vraiment y aller avec c'est quoi qu'on fait de bien, puis on y va avec ça. Là. C'est nous, c'est les Eagles, le marteau. Donc, c'est à eux de mettre leur jeu sur la table pendant les matchs, puis moi, je pense qu'ils vont être capables. Chapeau au directeur général, justement, Harry Roseman, d'avoir gardé tout ce beau monde-là à un salaire plus que raisonnable lorsqu'on regarde les comparables à travers la Ligue. On voit que les trios de tête, on peut rentrer Saquon Barkley dans l'équation, mais Devante Smith, A.J. Brown, Jalen Hurts, ils font tous beaucoup moins que les plus hauts salariés de la Ligue pour produire des statistiques similaires. C'est vraiment tout à l'avantage des Eagles. Parlant de ça, Étienne, tu me fais penser, j'ai vu justement un comparatif. Il me semble que c'est Jalen Hurts, A.J. Brown et Saquon Barkley ensemble cette année vont coûter moins cher que Dak Prescott. Voilà. On a 3 joueurs étoiles qui coûtent moins cher sur le cap. Voilà. Deuxième équipe, Michael, du côté de l'américaine, ce sont les Bills de Buffalo, ceux qu'on attend de manière éternelle au Super Bowl. Ça ne vient pas, peut-être que ce sera cette année. On a laissé partir quelques vétérans en Von Miller et Amari Cooper. On a quand même une attaque très similaire à l'année passée. Oui, exact. Écoute, les Bills, une équipe que j'affectionne. J'aime énormément leur corps arrière, Josh Allen, MVP l'année passée. Écoute, ce qui m'inquiète, par exemple, début de saison, ils ont quelques blessés clés, là, donc le corner recru, là, Hairston, Shaq Thompson, Khalil Shakir, déjà qui sont pas très profonds à la position de receveur et questionnables, là, si on veut, pour le début de la saison. Écoute, c'est une équipe, quand tu regardes l'alignement, qu'il n'y a pas vraiment de joueurs étoiles. Tu sais, si on regarde l'année passée, les receveurs, je pense que c'est 4 touchés, là, celui qui en a fait le plus, là, si je ne me trompe pas. James Cook, demi-offensif, correct, pas étoile non plus. Donc, tout repose pas mal sur les épaules de Josh Allen, mais au moins, il est capable de livrer la marchandise. C'est pas un gars qui est gêné, il prend ça sur ses épaules, il va courir avec, il va défoncer des joueurs défensifs. Fait que c'est vraiment une équipe qui est le fun à regarder, qui est un petit peu bonne partout, mais qui n'a pas de joueur étoile, si on veut, du moins en attaque, là, à des positions, à part le corps arrière, évidemment. Ça sera à surveiller si les Khalil Shakir, les Keon Coleman pourront prendre la pole pour être ce receveur qui fait la différence. On n'en a pas du côté des Bills depuis le départ de Stephen Diggs. On peut noter aussi l'arrivée de Joey Bosa, qui est rendu à 30 ans, qui pourrait avoir un gros impact. Reste que depuis 2021, ces chiffres sont nettement en baisse. Tu parlais de l'état de santé de la défensive. Ben, c'est ma question aussi. Là, tu notais Maxwell Hairston, qui sera absent 4 matchs. On a plusieurs joueurs qui sont questionnables pour la première semaine. Shaq Thompson, Terrell Bernard, Tre'Davious White, tous des joueurs importants. Si on commence contre les Ravens, est-ce que tu penses que cette défensive-là, avec plusieurs absents, pourrait tenir le cap? Pas juste pour la semaine 1, pour les semaines à venir aussi. Il faut quand même noter qu'on a le 10e calendrier le plus facile cette année dans la NFL. Écoute, c'est sûr que ça va être difficile, mais cependant, ils ont une attaque sur laquelle ils peuvent se reposer, et littéralement se reposer, puisque l'attaque est normalement longtemps sur le terrain.
Donc, la défense passe un petit peu plus de temps sur le banc. Mais, écoute, c'est ça qui est inquiétant. C'est vraiment le point d'interrogation. Ouais. C'est un petit peu par réputation, là, je les ai mis deuxième. Mais, Ça pourrait dégringoler un peu. Écoute, ça pourrait dégringoler. Deuxième position du côté de la nationale, Thierry, les Commanders qui ont pris tout le monde par surprise l'année passée. Plusieurs acquisitions clés, là, je vais en nommer quelques-unes. On a embauché Laramie Turnzill et sélectionné au premier tour Josh Connerly pour mieux protéger notre carrière vedette, Daniels, sur la ligne offensive. On a aussi réussi à s'entendre à long terme avec Terry McLaurin, à amener le vétéran Deebo Samuel. Donc, des éléments quand même qui vont nettement aider Jaden Daniels là, pour l'an prochain. Ouais, tu l'as dit, on a amélioré la ligne à l'attaque, ce qui est fondamental dans les équipes qui veulent aspirer loin. Là, c'est pas super sexy là, aller chercher des joueurs de ligne à l'attaque. C'est pas ça qui flash. Comme tout le monde parle de l'acquisition de Deebo Samuels, mais moi j'aime bien mieux l'acquisition de Laramie Turnzill. Ouais. C'est vraiment c'est ça. C'est moins flashy, mais c'est beaucoup plus important. Puis justement, tu as Jaden Daniels. C'est un peu à cause de lui là, que les Commanders sont allés aussi loin que ça. Il y a eu une saison recrue phénoménale. Donc, on veut que ça se continue. On ne veut pas le voir se blesser. Puis l'année dernière, quand même, une chance qu'il était mobile parce que la ligne souvent flanchait. Là, c'est qu'il est bon pour acheter du temps, aller créer des jeux avec ses jambes. Mais l'idéal, ça serait qu'il ne fasse pas, qu'il le fasse le moins souvent possible. Donc, oui, les ajouts sur la ligne à l'attaque, moi, je les trouve très pertinents. Puis on a un bon groupe de receveurs. Terry McLaurin, c'était sûr qu'il allait finir par s'entendre, mais finalement, on est content de l'avoir encore un des meilleurs de la ligue. Donc, c'est vraiment très bon pour en attaque. Si on va du côté de la défense, du côté de la défense, on a perdu quand même des morceaux sur la ligne défensive. Ça, j'ai quelques questionnements. Là. On a perdu Jonathan Allen qui est parti pour les Vikings. Grosse perte, ça, ouais. Ça, quand même, une très bonne perte. Puis, on n'a pas vraiment de chasseur de corps là, vraiment identifié, là, je vais dire, du côté de Washington. Donc, on a une défensive un peu vieillissante. Là. On est allé chercher un Von Miller. On a re-signé Bobby Wagner. Von Miller, ce n'est plus le joueur qui peut avoir un impact comme il y a quelques saisons. Donc, effectivement, il y a un manque à ce niveau-là. Là. Malgré une acquisition intéressante que celle de Javon Kinlaw pour le milieu de cette ligne défensive-là, il manque un chasseur de corps, effectivement. Donc, ça, c'est vraiment la grosse question que j'ai. Donc, il va falloir quand même que l'attaque soit performante là, pour enlever un petit peu de pression justement à la défensive. Là où il est clair, selon moi, dans cet alignement-là, où il manque définitivement un bon ailier rapproché, ça sera possiblement adressé au cours de la saison, dépendamment des succès des Commanders. Ma question pour toi, Thierry, est-ce qu'on peut vraiment espérer avoir du succès, pas juste se classer pour les éliminatoires? Je pense que pour les Commanders, on n'est plus rendu là. Faire un petit bout de chemin avec un champ arrière composé de Austin Eckler qui ne rajeunit pas et de la recrue de Corey Krosky-Merritt qui arrive un petit peu de nulle part, qui a eu certains succès au camp, mais est-ce que ça peut vraiment se traduire lors de la saison régulière? C'est un gros point d'interrogation pour moi, là, le champ arrière. Ben, tu as raison, sauf que justement, on a on va dire un certain comité. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se fier juste à Austin Eckler. Il est rendu trop vieux puis il n'est pas nécessairement fait pour toutes les situations. Mais si justement la recrue, le Krosky-Merritt, démontre un petit peu de différence, je veux dire, avec Eckler, puis on peut jouer avec les deux. On sait très bien que des porteurs de ballon, on peut en trouver dans le fond du repêchage, puis avoir des très bons porteurs de ballon. On n'a qu'à penser à Bucky Irving avec les Buccaneers l'année dernière. Donc, c'est pas quelque chose, ça se peut que finalement, ils ne soient pas si bons que ça, mais c'est pas quelque chose qui m'inquiète nécessairement. Plus au niveau de la défensive, là, mais au niveau des porteurs de ballon, je vais attendre de voir. Peut-être je me trompe, mais je vais attendre de voir. On a quand même des éléments pour que ça fonctionne. Puis une dernière chose que je dirais, Étienne, pour les Commanders, j'ai failli mettre les Commanders numéro 1 avant les Eagles. OK, wow. Mais je vais dire, vous allez comprendre pourquoi. J'en avais parlé l'année dernière, mais le nord de la nationale, depuis 20 ans, n'a jamais eu le même gagnant 2 années d'affilée. Voilà. Donc, selon l'histoire, tout porte à croire que ce n'est pas les Eagles qui vont finir premier, c'est Washington. Mais j'ai gardé les Eagles parce que sur papier, on garde un œil sur cette statistique-là au cours de l'année, c'est sûr.
Michael, troisième position dans l'américaine. On ne s'attardera pas trop longtemps sur eux parce que c'est une équipe qui est très similaire. Pardon. On parle des Chiefs de Kansas City. Amélioration au niveau de la ligne offensive avec un choix de première ronde. La grosse histoire reste quand même la suspension de 6 matchs de Rashee Rice. Il se passe tout le temps quelque chose du côté des Chiefs. Oui, exactement. Je pense qu'on en parle beaucoup là, à ce podcast-là aussi. Donc, les Chiefs, on les connaît bien. Les auditeurs les connaissent bien. Écoute, les noms les plus populaires à Kansas City, c'est Mahomes, c'est Kelsey. Après ça, c'est Taylor Swift. Mais c'est pas l'attaque qui a fait leur succès l'année dernière. Pat Mahomes n'a pas connu si on veut, de chiffres dignes d'une superstar, nécessairement. C'est surtout la défense. On a terminé 4e en termes de points alloués, à seulement, je pense, une vingtaine de points là, du premier rang. Donc, vraiment, leur défense et leur stratégie défensive, c'est beau à voir aller à ce niveau-là. C'est une des équipes que j'apprécie voir en termes de défensive. Ils se démarquent à ce point-là. Je vais faire du pouce, c'était ma question aussi, qui est un petit peu plate, mais qui concorde avec ce que tu viens d'avancer. On sait à quel point les coordonnateurs offensifs dans la NFL, ce sont des gourous. Ils vont y aller de toutes sortes de stratégies pour battre une certaine défense. Ben là, on le sait, la puissance du côté des Chiefs, ça vient de leur défense. Est-ce que, selon toi, les succès pourront continuer? Est-ce que cette défensive-là pourra continuer à mener cette équipe-là? Ben, écoute, je vois pas, mon Dieu, c'est une excellente question, mais je vois pas pourquoi ils auraient une baisse de régime. Moi, je pense qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Et, écoute, l'attaque, pas qu'ils ont une mauvaise attaque, mais je pense qu'ils vont en plus s'améliorer. Tu as nommé Rashee Rice suspendu. Par exemple, Xavier Worthy est capable de prendre des responsabilités de plus là, sur ses épaules. Par contre, il n'a jamais, à certains moments où il était dans des situations à devoir fournir un petit peu plus, c'était un petit peu plus timide aussi. Il n'a pas prouvé qu'il pouvait être un receveur numéro 1. Ça, il va un peu par comité quand même du côté des Chiefs, mais il n'aura pas le choix parce que Kelsey ne rajeunit pas, il ralentit. Il y a eu une baisse de production, là, si on veut, c'est sûr, l'année passée, puis ça va continuer cette année aussi. Mais écoute, Patrick Mahomes étant Patrick Mahomes, je trouve qu'il trouve toujours des solutions. Les Chiefs trouvent toujours une façon de gagner, que ce soit les arbitres, la chance ou le talent ou l'expérience, mais ils sont troisième. C'est pas pour rien. Exactement. Thierry, du côté de la nationale, on y va avec les Lions de Détroit qui ont eu encore une fois une excellente saison l'année passée. L'équipe s'est améliorée quand même à des positions où il y avait des lacunes l'année passée là, en défensive. On peut simplement noter le front défensif qui est un peu revampé là, avec les retours en santé de Aiden Hutchinson puis de Marcus Davenport. L'arrivée de leur choix de première ronde aussi, Tyreek Williams. Par contre, il y a eu des départs qui ont fait mal. Oui, ben ça, ce qui est encourageant, c'est au niveau de la défensive. Il n'y avait personne quasiment sur l'alignement partant qui jouait l'année passée là, de la défensive. Ils étaient tous blessés, là, puis on a vu à quel point ça les a fait mal contre Washington en éliminatoire. Là. C'était triste à voir à quel point c'était l'équipe numéro C, je pense, là, c'est dommage. De la défensive. Là. Donc, comme tu l'as dit, les retours justement des joueurs clés, ça va faire toute la différence. Aiden Hutchinson qui nous a montré qu'il était un des meilleurs chasseurs de corps l'année dernière. Marcus Davenport, qui est bon, mais qui se blesse souvent. On va espérer qu'il reste en santé avec DJ Reader au centre. Là, Tyreek Williams, leur choix au repêchage. Donc, j'ai bien hâte de voir. Puis on a fait aussi l'acquisition de DJ Reed des Jets, qui va aller aider cette tertiaire-là, qui est déjà avec Kirby Joseph, qui menait la ligue pour les interceptions. Donc, c'est sûr qu'en défensive, c'est sûr et certain, on s'est amélioré. Il n'y a aucune question. C'est sûr qu'on est meilleur que l'année dernière. La question, moi, que j'ai, c'est du côté de l'attaque. Puis pourtant, c'est là que certains gens vont dire l'attaque des Lions est tellement explosive, tellement incroyable. Mais on a eu quand même des lourdes pertes. Puis ça part avec le coordonnateur offensif qui est parti, Ben Johnson, qui est parti pour les Bears, en plus des rivaux de section. Donc, ça va faire quand même une grosse perte. Puis on a perdu 2 partants de notre ligne à l'attaque. Un qui est parti pour... qui est parti. Je pense que ce n'est pas une transaction, c'est juste qu'ils l'ont laissé partir. Et puis, je pense que c'est Frank Ragnow qui a pris sa retraite.
tout cas un des deux, je me rappelle plus c'est lequel qui a pris sa retraite, une retraite hâtive. Donc, ça a comme surpris l'équipe. C'est pas un vieux joueur qu'on s'attendait qu'il prenne sa retraite. On se fiait à lui, puis il a décidé d'arrêter. Donc, on perd 2 morceaux sur le milieu de la ligne à l'attaque. Donc, ça, si moi, je suis un coordonnateur défensif des autres équipes, je mets des blitz dans le centre, c'est sûr, pendant la saison, pour essayer de mêler Jared Goff, puis c'est pas le plus mobile. Donc, tu sais, si la pression arrive du centre, c'est sûr que ça, c'est ma question. Pour poursuivre un petit peu là-dessus, on l'a vu l'année passée, au cours des dernières années, à quel point les schémas à l'attaque étaient créatifs du côté de Ben Johnson. Beaucoup de permutations, beaucoup d'écrans, beaucoup de fumée pour attirer l'adversaire. Finalement, on s'en allait ailleurs. Ça fonctionnait souvent. De quelle manière, selon toi, une attaque qui est explosive, qui comporte des joueurs extrêmement talentueux, pourrait se remettre quand même d'un départ de la sorte, là? Ben, c'est sûr qu'ils ont fait promouvoir quelqu'un de l'interne. Donc, c'est pas quelqu'un de nouveau qui arrive. Il a quand même travaillé justement avec Ben Johnson. Ouais. Donc, il va quand même avoir des schémas qui vont ressembler à l'année dernière. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est s'il va s'ajuster. Parce que dans une saison de la NFL, il y a beaucoup de matchs. Il va falloir que l'équipe s'ajuste. Est-ce que le coordinateur offensif va être capable de s'ajuster? Parce que je fais juste remonter à 2 ans. Je vais donner l'exemple avec les Eagles de Philadelphie qui est allé au Super Bowl. Ils ont perdu leurs 2 coordonnateurs. Puis les coordonnateurs, ils ont fait monter de l'interne. C'est des gens qui étaient déjà dans la place. Puis ça n'a complètement pas marché. Ouais. Donc, ils ne se sont pas ajustés. Ils ont eu vraiment de la misère. Puis l'année suivante, ils sont allés avec des nouveaux coordonnateurs. Donc, est-ce que c'est ce scénario-là qui se répète, qui ne seront pas capables de s'ajuster? Ils vont bien commencer, mais que les équipes vont comprendre un peu les schémas, puis vont finir par s'ajuster, puis pas les coordonnateurs. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais suivre du côté des Lions. Deuxième calendrier le plus difficile de la NFL. On affronte 11 fois des équipes qui se sont classées en éliminatoire en 2024. Nos adversaires ont eu une fiche de 165 victoires, 124 défaites, donc ce ne sera pas facile cette année pour les Lions. Quatrième équipe, Michael, dans l'américaine, les Bengals, donc qui ont manqué les séries à la suite d'un début de saison catastrophique, on va se le dire, là. Oui. Cette attaque restera encore vraiment très redoutable, mais tout semble compliqué à Cincinnati. On peut penser à la prolongation de contrat de Trey Hendrickson. Ça s'est fait à la fin du camp d'entraînement. La mise sous contrat de notre choix de première ronde chez Mark Stewart, ça s'est fait vraiment sur le tard. Pas vraiment d'acquisition importante en défensive, alors que tout le monde savait que c'était un point faible. On dirait qu'on ne veut pas trop s'aider là, du côté des Bengals. Écoute, la seule acquisition, là, si je ne me trompe pas, c'était TJ Slayton Jr., là, un tackle en défensive. Sinon, c'est pas riche. C'est difficile. C'est difficile. Puis comme tu as dit, l'année d'avant, c'était Ja'Marr Chase. Donc, on dirait que nos joueurs étoiles qu'on doit garder absolument parce que s'ils s'en vont, on fait vraiment dur, ben on leur fait la vie dure. Donc, ça a l'air plus ou moins bien géré. Mais écoute, moi, je les ai mis 4e. Il y avait une fiche de 9-8 l'année dernière. Ils ont manqué les séries. 4e, peut-être les gens ils vont dire « Ouais, t'es fou un peu. » Je pense que c'est un peu trop haut. un peu. Un peu. Mais je me dis, ils peuvent pas nécessairement, ils ne peuvent que faire mieux parce qu'ils ont tellement perdu de matchs serrés que, par exemple, Joe Burrow puis Ja'Marr Chase et même T. Higgins ont mis l'équipe sur leurs épaules. Ils ont fait des quarantaines de points, des 45 points, puis on perdait quand même ces matchs-là. Je me dis, je peux pas croire qu'on va quand même allouer des 45, quasiment 50 points par match. Écoute, on était 25e dans la ligue pour les points alloués. C'est absolument ridicule. Donc, oui, leur attaque, mais leur défense, je trouve qu'ils ne peuvent quasiment pas faire pire. Donc, je me dis qu'ils ne peuvent s'améliorer l'année prochaine. Et pour poursuivre un peu sur ce que tu disais, en 2024, 6 fois l'attaque a marqué 25 points plus et on a perdu. 4 fois, c'était 33 points plus et on a perdu. Ma question pour toi, Michael, c'est, on l'a dit, OK, il n'y a eu aucune acquisition. Est-ce que la défense peut vraiment faire mieux et espérer donner une meilleure chance à leur équipe de gagner? Ben écoute, je me dis, les entraîneurs, ils vont s'ajuster. Ils vont pas arrêter le même plan de match. Je ne peux pas croire qu'ils ne vont pas s'ajuster. Non. Puis peut-être avoir une... Mais ce qui m'inquiète, par exemple, c'est que justement, les piliers comme Hendrickson, il y a eu une career year, si on veut, l'année passée. Il a mené la ligue dans les sacs. Joe Burrow, Ja'Marr Chase, une meilleure saison quasiment de leur carrière.
Puis on a une fiche C'est ça. quand même ordinaire. Fait que je me dis, il va falloir s'ajuster à l'interne, justement, il va falloir avoir une progression interne des joueurs parce qu'il faut se tenir les coudes parce que c'était pas fort en défensive. Ça serait définitivement décevant avec un trio aussi explosif. Même un quatuor, là, je vais rajouter Chase Brown là-dedans Ouais. pour l'attaque de manquer 2 ans de suite les séries. Ça serait vraiment ça serait catastrophique du côté de Cincinnati. 4e position tirée du côté de la nationale, les Rams de Los Angeles. Sans vraiment avoir fait parler d'eux, on a eu un off-season très efficace. Là. Malgré qu'on n'avait pas de choix de première ronde, on a amélioré notre ligne offensive au poste de centre. On a ajouté une dynamique différente avec l'ajout de Davante Adams. En défensive, on ajoute des bons vétérans pour encadrer les jeunes. Mine de rien, quand même, là, pas d'acquisition splash, mais du travail efficace là, du côté des Rams. Tu as tout à fait raison. Puis les gens oublient que c'est la seule équipe en éliminatoire qui a chauffé les fesses aux Eagles. Ouais, les Eagles ont piétiné tout le monde en éliminatoire, sauf les Rams qui étaient à peut-être un jeu de les éliminer. Là, en fait, quand ils jouaient dans la neige. Donc, ça a été vraiment... C'est ça, on n'en parlait pas vraiment l'année passée. Ils ont vraiment surpris. Puis cette année, encore une fois, on n'en parle pas tant que ça. Mais justement, il y a une continuité. Mais tout ce que je vais dire en ce moment, ça dépend de si Matthew Stafford joue. Parce que là, il est blessé. C'est ma question, justement. On ne sait pas trop s'il va jouer. Donc, ça va complètement... Est-ce qu'il peut voir le travail à 37 ans et incommodé par des blessures? Tu sais, moi, je suis quand même confiant. S'il joue, je suis confiant. S'il ne joue pas, c'est Jimmy Garoppolo ou c'est... Tu n'as pas confiance en lui? Non, pas du tout. Donc, il pourrait être numéro 4 dans la liste. Puis si tu me dis demain que Matthew Stafford la rate la saison, je les sors du top 7. Là. C'est ça passe par lui. Mais donc, on va y aller comme si Matthew Stafford va jouer. Puis comme tu l'as dit, on a ajouté des petits éléments clés. Puis en attaque, justement, j'aime beaucoup l'acquisition de Davante Adams. Cooper Kupp, je l'aimais beaucoup, mais il n'est plus l'ombre de lui-même depuis sa saison record. Donc là, d'avoir un ressort. Puis Cooper Kupp, Puka Nacua, était trop pareil. Il n'amenait pas une dimension différente. Donc, le fait d'avoir Davante Adams, il est différent de Puka Nacua. Puis justement, quand ton deuxième receveur, c'est Davante Adams, quand même, c'est intéressant. Bon, on sait que Matthew Stafford il est capable de faire produire des receveurs. Moi, si j'étais quelqu'un de fantasy, je prendrais peut-être Davante Adams parce que Matthew Stafford, vraiment, les meilleures saisons de receveurs, c'est lui qui les a faites avec ses receveurs. Donc, vraiment, vraiment intéressant. On parlait des corps arrière du côté des Rams. Et on n'a pas un jeune corps qui peut apprendre avec un vétéran puis finalement prendre charge plus tard dans l'année. 3e corps arrière, c'est Stetson Bennett. Il a eu des succès à l'université, mais en tant que corps finissant. Donc, non, ce ne sera pas lui qui va prendre les charges d'une équipe de la NFL. S'il était vraiment bon, il n'aurait pas joué une série jusqu'à genre 27 ans. Exactement. Donc, malheureusement, on est un petit peu mal pris du côté des Rams. Autant que notre défensive est jeune et prometteuse, que du côté de l'attaque, il va vraiment falloir trouver une solution au poste de carrière parce que on pourrait être dans le beau drap, comme tu l'as dit. Là, on dépend vraiment de la position de carrière. Il va falloir adresser ça plus tôt que tard. 5e position, tu voulais-tu dire un petit quelque chose, Thierry? Je vais juste parler un petit peu de la défensive, mais pas très longtemps. Vas-y, bien sûr. Moi, je pense que cette ligne défensive-là va être une des meilleures de la NFL. Jared Verse, on l'a vu l'année passée. Vraiment excellent. Kobe Turner était très bon contre la course. Après ça, on avait Byron Young aussi qui était vraiment efficace. Donc, cette ligne défensive-là, je pense, va faire parler d'elle au courant de la saison. Je ne veux pas le comparer, mais c'est extraordinaire à quel point on a juste pu faire un contrôle C avec un Aaron Donald pour avoir une version similaire avec Jared Verse. Pour que Jared Verse soit capable de suivre Aaron Donald en entraînement, en musculaire, c'est que c'est toute une machine. Qui aurait cru qu'on perdrait Aaron Donald puis qu'on le sentirait presque pas? Absolument. C'est complètement fou. Probablement un des meilleurs D-line de toute l'histoire. On le perd tôt en plus. C'est même pas c'est un départ hâtif puis on ne l'a même pas senti l'année dernière. Là. C'est impressionnant. Michael, 5e position dans l'américaine. Pour moi, une des équipes les plus en hausse dans la NFL. Ça pourrait bien être les Broncos de Denver.
On avait déjà on commençait par parler de leur défensive, on en avait déjà une bonne. Mais là, on a potentiellement ajouté des joueurs qui peuvent vraiment amener cette unité-là à une nouvelle dimension là, avec 2 anciens 49ers, Dre Greenlaw, Talanoa Hufanga aussi. Absolument, tu sais, Dre Greenlaw, c'est un joueur étoile là, dans une défensive qui était dans les défensives les plus dominantes, les 49ers. Donc, déjà qu'ils étaient très, très forts, c'était une meilleure def, sinon top 5 dans le circuit. On ajoute ces 2 gars-là. Ça va extrêmement aider là, Bo Nix qui va entamer sa 2e saison. Des fois, les 2e saisons des carrières, ça peut être difficile, mais au moins quand tu as le support d'une défensive qui est très, très solide, c'est déjà un petit peu moins stressant là, à ce niveau-là. On a justement les 2 bonhommes des 49ers reviennent de blessures importantes. S'ils sont capables d'avoir le même impact qu'ils ont eu à San Francisco, bien, ce sera vraiment un élément vraiment marquant pour cette saison-ci. Si ça ne marche pas, bien, on avait déjà des joueurs en place qui faisaient le travail. Du côté de l'attaque, ajout intéressant que celui d'Evan Engram, il apporte un aspect que Bo Nix n'avait pas l'an passé avec un tight end. On a eu quand même d'autres améliorations. Là, au niveau des porteurs de ballon, c'était un problème. On est allé chercher J.K. Dobbins. On a sélectionné en 2e ronde R.G. Harvey. Donc, on s'enligne vraiment dans la bonne direction là, chez les Broncos. Oui, absolument. J.K. Dobbins, puis Harvey Dobbins qui en ce moment semble être le numéro 1, mais Harvey, choix de 2e ronde, quand même tôt pour un demi-offensif. Là, donc, probablement qu'ils vont splitter, vont diviser le travail. Ouais. Écoute, avec Courtland Sutton comme receveur numéro 1, la grosse cible, justement, tu l'as dit, Evan Engram. Donc, on a les armes pour supporter un jeune corps arrière. Puis, en plus, on a la défensive qui enlève toute cette pression-là. Donc, comme tu l'as dit, c'est une équipe qui est en hausse, vraiment dans l'américaine. Puis, je pense qu'ils vont faire encore bien mieux que leur fiche de 17 de l'année dernière. Ouais. Écoute, ils étaient numéro 1 en termes de sacs, 3e pour les points alloués. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ils ne continueraient pas sur leur lancée en termes de défensive. Là. Thierry, 5e position dans la nationale. Les Buccaneers attaquent équipe très similaire là, à l'année passée. On a ajouté un beau niveau d'explosivité avec l'ajout d'un choix de premier tour, là, Emeka Agbuka. Ma question, j'aimerais te la poser dès le départ, puisque c'est une équipe quand même similaire. Est-ce que, selon toi, Bucky Irving pourra avoir le même impact à sa saison recrue? Là? On va beaucoup jouer là-dessus du côté des Buccaneers. Je pense qu'il va être aussi bon, mais s'il va avoir la même production, ça va dépendre aussi de quand Tristan Wirfs va revenir de blessure, parce que quand même, c'est le meilleur joueur de cette ligne-là, même un des meilleurs joueurs de toute la ligue au complet. Donc, perdre ce morceau-là, ça fait quand même mal. C'est sûr, c'est 1 sur 5. Donc, mais je pense qu'on a trouvé notre porteur numéro 1, puis je pense qu'il va avoir le même impact que cette année, sauf qu'on ne sera juste pas surpris. C'est juste là, on sait qui il est, donc on n'aura pas de surprise. Sinon, autre chose à dire du côté des Buccaneers, on poursuit. C'est sûr qu'on a perdu notre coordonnateur offensif, Liam Cohen, qui est parti pour les Jaguars de Jacksonville. Donc, c'est sûr que pour Baker Mayfield, c'est encore un nouveau coordonnateur. Donc, il est rendu à sa 8e saison, 8e coordonnateur offensif. Donc, lui, il n'y a jamais de continuité dans ce qu'il fait. En tout cas, je veux dire, au niveau de ses coordonnateurs. Donc, c'est toujours pour apprendre un nouveau système à chaque saison. Mais moi, je vais lancer des fleurs à Baker Mayfield. Quelle saison l'année passée. Puis, si tu m'avais dit qu'il y aurait une saison comme ça quand il était avec les Browns, je ne t'aurais pas cru. Donc, vraiment, il a travaillé fort. Il nous a prouvé que vraiment, ça peut être un carrière partant. Je ne m'attendais pas à une saison aussi bonne que l'année passée parce que faire ça 2 ans d'affilée, ça serait incroyable. En tout cas, j'y souhaite, mais je ne penserais pas. Mais on a quand même tous les morceaux pour qu'on soit efficace en attaque. On a encore Mike Evans au poste de receveur. On a Chris Godwin qui est là, peut-être blessé. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir, mais je pense que c'est justement pourquoi on a pris Ebuka en première ronde. Justement, préparer l'après Mike Evans. Puis en même temps, justement, se dire peut-être qu'il va avoir du galon cette année à cause de Chris Godwin. Donc,
pense que c'était un bon choix d'aller le chercher. C'est peut-être en défensive que j'ai certains doutes. Donc, l'année passée, c'était un petit peu le talon d'Achille de cette équipe-là. On a ajouté Hassan Reddick sur la ligne sur la ligne défensive, pardon. Est-ce qu'il va avoir un impact immédiat? Est-ce qu'il va juste avoir un impact tout court? Il n'a pas vraiment été... Non, ses meilleurs jours sont derrière lui. Exactement. Donc, j'ai hâte de voir. Michael, 6e position dans l'américaine, les Texans de Houston. Là, on a ajouté quand même certaines cibles intéressantes pour notre jeune corps, CJ Stroud. Là, en plus de Nico Collins, on est allé chercher le vétéran Christian Kirk, les recrues qu'on a sélectionnés au repêchage Jaden Higgins, Jalen Noel. La question, selon moi, reste au niveau des porteurs de ballon. Là. Avec la blessure de Joe Mixon, puis même en santé, Mixon, c'est pas une valeur sûre, mais est-ce que quelqu'un peut vraiment faire le travail entre Nick Chubb et Damon Pierce? Ça peut jouer de ce côté-là. Là. Ouais, c'est sûr que Nick Chubb, c'est un beau nom, mais c'est un petit peu comme ses beaux jours sont derrière lui, j'ai l'impression. Ce sera pas évident. Ça va être peut-être ils vont fonctionner par comité, mais ça va passer par la passe. À moins d'une surprise. Là, Nick Chubb, il est capable de fonctionner. Mais je pense, écoute, il va falloir que CJ Stroud connaisse une bien meilleure saison que l'année dernière. Ouais, vraiment. Parce que je pense pas que son jeu au sol va lui rendre énormément de services cette année. Deux acquisitions importantes au niveau de la défensive, là, CJ Gardner-Johnson, Sheldon Rankins, deux vétérans un petit peu pour compléter les belles acquisitions des dernières années, puis pour ajouter, on a quand même des jeunes très talentueux au niveau de la défensive. Là, c'était important de les encadrer, puis c'est ce qu'on a fait. Là. Oui, absolument. C'est Will Anderson Jr. qui est vraiment une beast, là, si on veut. 11 sacs l'année passée, un très jeune joueur. Puis ça va calmer, ça va solidifier le tout. Écoute, les Texans sont dans une division quand même relativement faible. Ouais. Donc, je les vois quand même se faufiler en série. Je me dis que, justement, CJ risque d'avoir une saison encore meilleure que l'an passé. En 2023, il y avait un rating de 100. L'année passée, un rating de 87. C'est sûr que Tank Dell, sa blessure, son receveur étoile, ça ne l'a pas aidé. Mais là, tu m'as mentionné Nico Collins, Christian Kirk. Ça devrait aider à ce niveau-là. Puis, c'est la ligne offensive qui va devoir faire mieux parce que CJ Stroud a trouvé le gazon 52 fois. C'est un petit peu trop. On va passer à la 6e position, à la 6e équipe dans la nationale. Et écoutez, c'est l'équipe qui vient de frapper le coup de l'année. Est-ce qu'on peut dire de l'année? Est-ce qu'on peut dire des 5 dernières années? C'est une acquisition extraordinaire que les Packers viennent de faire en Micah Parsons. Jumelé à Rashawn Gary, ils vont terroriser les corps adverses pendant très longtemps. Pour compléter un petit peu aussi sur la défensive, là, on a mis la main sur le demi de coin Nate Hobbs qui viendra remplacer Jair Alexander. Donc, on vient de changer complètement la dimension de notre défensive. On a payé cher, oui, mais c'est tellement un joueur dominant et je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de succès à Lambeau Field là, avec les Packers, Micah Parsons. Ah oui, puis ce qui est quand même certain, c'est qu'un chasseur de corps, malgré tout, c'est quand même sûr qu'il va avoir du succès. Tu sais, des fois, des demi de coin, on les change d'équipe, puis ça ne fonctionne pas du tout. Même chose pour des receveurs. Des chasseurs de corps, c'est quand même facile à évaluer. Tu sais, il va avoir un impact immédiat dans l'équipe, même s'il n'a presque pas pratiqué encore. Dès le premier match, il va avoir un impact, Michael Parsons, c'est sûr. Moi, la seule chose que je trouve, c'est qu'avec cette acquisition-là, moi, ce que ça me dit, c'est que les Packers, ils veulent gagner cette année. Ouais. Parce que pour vrai, s'ils ne gagnent pas cette année, Micah Parsons gagne tellement cher, ça n'a aucun sens. Avec Jordan Love qui gagne 55 millions par année, les gars font presque 100 millions juste à 2 joueurs. Il te reste 51 joueurs à payer. Là. On est loin des Eagles. À partir de l'année prochaine, là, ça va être l'hécatombe des Packers. Il n'y a plus personne qui va signer là. Ils n'auront plus d'argent. Donc, cette année, Micah Parsons, il ne coûte rien. La transaction qu'ils ont faite, là, il est encore sur son contrat recru.
ça va être vraiment payant cette année, Micah Parsons. Donc, il faut qu'il gagne là. C'est vraiment, c'est ça que je retiens, moi, des Packers, parce qu'après ça, je vous le dis, l'année prochaine, puis les autres années, ça va être très difficile. Ils n'auront plus d'argent pour rien. Moi, je note que la protection au niveau de Jordan Love, ça avait été problématique. C'est un carrière qui est peut-être enclin à se blesser plus facilement. Ça a été adressé, on est allé chercher, on a donné un contrat à Aaron Banks qui avait connu du succès avec les 49ers. Donc, c'est celui qui protège le dos de Jordan Love. On est allé s'améliorer à ce niveau-là. Et finalement, au repêchage, pour les partisans des Packers, n'en pouvaient plus d'attendre que l'équipe investisse un choix de première ronde pour un joueur d'attaque. Ben, ça a finalement été fait. On est allé chercher le receveur Matthew Golden au premier tour. Et la grosse question, c'est est-ce qu'il pourra prendre charge de ce groupe de receveurs-là qui a été franchement inégal l'année passée? Il n'y a personne qui a pris charge. Plusieurs points d'interrogation. On dirait que personne ne voulait vraiment être vu comme le receveur numéro 1. Ben là, ça pourrait être Matthew Golden à voir s'il va faire le travail. Oui, puis tu sais, ça nous prenait de l'aide parce qu'on a encore Christian Watson qui est blessé. Il n'est pas capable de rester en santé. Donc, tu sais, on l'a notre numéro 1, mais il n'est jamais là. Donc, tu sais, ça nous prend quelqu'un d'autre. Donc là, avec le groupe qu'on a, en ajoutant justement Matthew Golden, on a quand même un groupe qui n'a pas de numéro 1, mais qui a plein de bons joueurs. Donc, c'est un groupe qui va se partager, qui vont se partager les réceptions. Mais c'est ça, ça prenait de l'aide parce que là, avec ce qu'on avait, t'enlèves Christian Watson et t'as pas Matthew Golden, il te reste pas grand-chose. Romeo Dobbs, qui peuvent donner du bon travail, mais c'est pas suffisant. Puis j'aime aussi, tu parlais de la ligne à l'attaque, puis notre choix de deuxième ronde, aussi on est allé chercher Anthony Belton, un tackle qui va pouvoir aider aussi. Donc oui, je pense que ça va aider la ligne à l'attaque. 7e calendrier, le plus difficile quand même. Là aussi, les Packers dans une grosse division avec les Lions, avec les Vikings, avec les Bears, ça va se battre jusqu'à la fin. 7e position, Michael, dans l'américaine, la dernière équipe qui se classerait normalement en éliminatoire, là, si c'était en date d'aujourd'hui. Ben, les Chargers de Los Angeles, là, on pourrait voir possiblement l'attaque des Chargers la plus dangereuse des dernières années. Là. En plus de Ladd McConkey qu'on avait déjà, l'équipe a repêché au premier tour Marion Upton, donc de North Carolina, un porteur prolifique. Là. On a repêché aussi au deuxième tour Trey Harris. On est allé chercher Mackie Becton en renfort sur la ligne offensive. Là, c'est dommage qu'on ait perdu Rashawn Slater pour la saison, mais l'équipe devait franchement se féliciter d'avoir sélectionné Joe Alt la saison d'avant. Oui. L'attaque, vraiment, va être excitante à suivre cette année. Vraiment excitante. Tu as nommé Joe Alt, juste pour vous donner un ordre d'idée, 6 pieds 8, 322 livres. Donc, un solide gaillard pour protéger l'angle mort de Justin Herbert. Écoute, les Chargers vont aller aussi loin que Justin Herbert peut rester en santé. Peut être relativement fragile. Trey Harris, tu l'as mentionné, la recrue peut aider au corps de receveur qui est quand même bien nanti avec Ladd McConkey qui a eu une saison relativement incroyable comme une recrue l'année passée. C'est quoi? C'est 7 touchés, 1149 verges. Première saison, donc c'est très, très, très solide. Avec Keenan Allen qui est quand même là, Quentin Johnston qui est questionable pour semaine 1, mais non, solide attaque, effectivement. C'est vraiment au niveau de la défensive que c'est plus ordinaire. Oui, c'est sûr que, écoute, en termes de défensive, il va falloir qu'il se... Tu sais, Khalil Mack, c'est un gros nom, le linebacker, se fait vieux, 34 ans. Donc, est-ce qu'on a fait des ajouts, pas nécessairement pour améliorer notre situation? Puis, si je ne me trompe pas, là, ils ont littéralement choqué les Chargers l'année dernière. Ouais. Donc, c'est peut-être, c'est le genre de défaite qui peut laisser des marques dans une organisation. Écoute, l'attaque est là, la défense devra step up. Ils vont être sur la bulle là, des séries. Je les ai mis que
un Harbaugh qui dirige ton équipe peut toujours te mener au succès. Donc, ça pourrait très bien être un élément tournant pour eux, la deuxième saison de Harbaugh avec les Chargers. On termine du côté de la nationale, Thierry, avec les Vikings. Là. Plusieurs points d'interrogation quand même en attaque. Là. J.J. McCarthy, est-ce qu'il pourra faire le travail? On est quand même allé chercher deux joueurs de ligne offensive pour l'aider. En plus de leur choix de première ronde, Donovan Jackson, on a Jordan Allison qui est suspendu. On est allé chercher Jordan Mason qui partagera le champ arrière avec Aaron Jones. Donc, à part Justin Jefferson, il n'y a pas une tonne de valeur sûre du côté de cette attaque-là. Là. Hey, Étienne, avant de commencer sur les Vikings, pendant que vous parliez, j'ai fait mon calcul pour la masse salariale des Packers l'année prochaine. Donc, 37% du cap salarial va être utilisé par Jordan Love et Micah Parsons. Donc, c'est énorme. Donc, Harry Roseman en ferait des cauchemars. Oui. Donc, parenthèse fermée, on vient sur les Vikings. Tout à fait d'accord avec toi. Donc, je pense que c'est la raison pour qu'on est allé chercher Adam Thielen, le vieux receveur que joue pour les Vikings. Je pense que c'est vraiment une patch pour le temps qu'Addison revienne de sa suspension parce que on se fie pas sur lui. Là, c'est vraiment juste pour donner un peu justement un vétéran qui a déjà joué pour la place. Ça va être vraiment le temps qu'Addison revienne. Moi, par contre, j'ai aucune idée de ce que J.J. McCarthy va donner. Pour vrai, ça, c'est un gros point d'interrogation. Puis quand ton point d'interrogation, c'est un corps arrière, ça fait quand même mal. Parce que, peut-être qu'il va être excellent, mais même NCAA, quand il jouait pour les Wolverines de Michigan, ça jouait au sol. C'est l'année qu'ils ont gagné le championnat, c'était du jeu au sol par-dessus jeu au sol. Donc, une défensive extrêmement dominante aussi. Exactement. Fait on ne le sait pas. Est-ce que c'est un grand passeur? Moi, je le sais vraiment pas. Donc, c'est difficile à dire. Mais par contre, vas-y. Il y a eu des beaux flashs en camp d'entraînement, mais on dirait qu'il manquait un aplomb. Là. Il a appris l'année passée derrière Sam Darnold, mais on dirait que ça lui aurait pris 2-3 ans de plus. Là. Oui. Mais par contre, il y a quelque chose que je suis assez confiant, c'est qu'il tombe vraiment dans une belle situation. Oui. Premièrement, il est avec Kevin O'Connell, le coach en chef, qui est vraiment bon. Il a fait paraître Sam Darnold d'un génie, puis moi, je ne pense pas qu'on va le revoir cette année. Donc, c'est qu'on appelle un gourou des carrières. Donc, il est vraiment tombé avec un bon entraîneur. Il est tombé avec une équipe aussi qui est assez bien nantie après presque à toutes les positions. Il va pouvoir se baser sur un bon jeu au sol avec l'ajout de Jordan Mason. Il va pouvoir se partager le champ arrière avec lui et Aaron Jones. Donc, je pense qu'on va jouer beaucoup au sol. On va y en demander pas trop. Puis, on a une défensive quand même très efficace. On a ajouté sur la ligne défensive Jonathan Allen puis Javon Hargrave au centre parce que c'était la difficulté de cette équipe-là, c'était contre le jeu au sol. Donc, on est allé chercher 2 joueurs de ligne intérieure pour essayer de patcher ce trou-là. Donc, ça, si on a une défensive qui est très efficace, un jeu au sol efficace, ben, ça enlève un peu de pression sur J.J. McCarthy. Puis c'est sûr quand même que quand tu arrives avec le meilleur receveur de la NFL, ou presque, ça aide aussi. Là. On va conclure l'analyse des équipes avec une équipe à surveiller du côté de l'américaine et la nationale. Pas nécessairement la 8e équipe au classement, plus une équipe qu'on voit qui pourrait potentiellement monter dans les classements. Gaël, du côté de l'américaine, j'ai vendu un peu la mèche, là, mais on parle ici des Patriotes, là, des gros changements cette année. On a amené un nouvel entraîneur, Mike Vrabel. Oui. Il amène une dynamique complètement différente que Jared Mayo, 2 anciens Patriotes d'ailleurs, mais on s'en va vraiment dans la bonne direction du côté des Patriotes. Là. Écoute, juste en rentrant au Gillette Stadium, on a inauguré la statue Tom Brady. Ouais. Ça va ramener les fantômes, l'aura de succès que cette organisation a déjà connue. Écoute, ils vont commencer l'année avec 2 recrues partant pour protéger la gauche de Drake May, ce qui n'a pas été fait depuis, je ne me rappelle plus quelle année. Donc, Campbell, le left tackle, et Wilson, le garde à gauche. Campbell, qui était notre choix de 4e au total.
C'est un tueur, Will Campbell, hein, venant de LSU. Il a dit qu'il était prêt à mourir pas sur le terrain pour Drake May. Donc, ça a bien commencé. Là. Oui, puis écoute, cette énergie-là mixée avec, on sait, Coach Vrabel, il a l'air d'un player's coach très intense. Écoute, les troupes vont être gonflées à bloc. Je suis gonflé à bloc. Ah oui. Écoute, Drake May aussi va continuer à progresser. Là. Je ne sais pas si tu t'attendais à autant de succès. C'est sûr que c'est pas un Josh Allen encore, là. Mais son rating a été supérieur à quand même CJ Stroud l'année passée avec un rating de 88 avec pas grands armes, on va se le dire. Là, et justement, parlant d'armes, là, on a vraiment fait nos devoirs puis on a comblé des besoins au repêchage. On parlait de Campbell, mais au deuxième tour, on est allé chercher un excellent porteur de ballon en Trevion Henderson, champion en titre à Ohio State l'année passée. Au troisième tour, Kyle Williams de Washington State, un gars qui aurait pu sortir au deuxième tour. On a signé le vétéran Stephen Diggs en santé. Il peut vraiment avoir un impact. Donc, on a vraiment tiré dans toutes les directions, puis ça a fonctionné. Là. Et c'est aussi, mais c'est surtout au niveau de la défensive que les Pats ont dépensé beaucoup d'argent. Je pense que ça va payer, là, ça va rapporter en vue de l'année prochaine. Oui, c'est Carlton Davis là, qu'on est allé chercher, si je ne me trompe pas. Il arrive de Tampa Bay, non, de Détroit, en fait, l'année passée, il jouait. Donc, ça va solidifier la défense, un petit peu moins de pression sur une jeune attaque là, en Drake May. Et Milton Williams, l'ancien Eagles, qui prendra place au milieu de la ligne défensive, qui vient de gagner le Super Bowl. Donc, ma question, c'est de voir si Mike Vrabel pourra unir tout ce beau monde-là. Ça fait beaucoup de nouveaux venus, beaucoup de jeunes aussi. Mais je pense que Vrabel a les qualités de leader pour le faire. On a le deuxième calendrier le plus facile. Là, on affronte des adversaires qui avaient une fiche de 124-165. Grosse différence par rapport au Lyon, comme je le nommais tout à l'heure. Seulement 5 adversaires ont joué un match éliminatoire qu'on affronte cette année. Donc, calendrier favorable du côté des Patriots. Ouais, si Vrabel est capable de garder Stefan Diggs loin d'un bateau de jeunes demoiselles et de petites poudres roses, là, ça va être excellent. Thierry, de ton côté, tu surveilles les Falcons, là, pratiquement aucun changement du côté de leur alignement. Par contre, on doit noter le fait que cette équipe-là sera maintenant dirigée par le carrière Michael Penix Jr. qui prend place. Avec Bijan Robinson, Drake London, ce sera explosif. Là. Écoute, en attaque, on a tous les outils pour que ça fonctionne. On a une excellente ligne à l'attaque. Déjà là, en partant, ça fait toute une différence. On a des armes offensives. On a Darnell Mooney là, qui est très explosif. On a Kyle Pitts, qu'on ne sait pas si à un moment donné ça va lever, mais en tout cas, il y a quand même tous les atouts pour le potentiel est là. Drake London. On a Bijan Robinson. En arrière de lui, c'est qui déjà, lui, qui est en arrière de lui? Tyler Algier, oui. Ouais, Tyler Algier, il est très bon aussi. Donc, en attaque, tous les éléments sont là. Maintenant, c'est Michael Penix. Est-ce qu'il est capable de vivre la marchandise? On l'a vu 2 matchs l'année passée. On a vu qu'il était très agressif. Mais est-ce que l'agressivité, on ne peut pas soutenir ça pendant 17 matchs? Là, il va falloir voir si Anthony Richardson. C'est exactement ça. Il va falloir voir s'il est capable de distribuer le ballon, des fois s'en débarrasser, d'être capable de contrôler cette envie-là d'être trop explosif. Là, la question après ça passe du côté de la défensive. On sait que la défensive, les Falcons, ça fait des années que ça leur tire dans le pied. Mais au moins, on a adressé ça au repêchage. On avait 2 choix de première ronde. On a choisi 2 chasseurs de corps. Avec ces 2 choix-là, on a pris Jalen Walker et James Pierce. Donc, est-ce qu'ils vont avoir un impact immédiat? Ça reste à voir. Quand ça reste quand même des recrues, là, d'espérer qu'ils changent complètement la donne. C'est des fois espérer trop. Mais quand même, on le savait que c'était ça le problème. On est allé avec 2 choix au premier choix au repêchage. Donc, on a fait ce qu'il fallait. Il n'y a personne, je pense, qui peut en vouloir au DG en ce moment. Il a fait ce qu'il fallait. Maintenant, on va voir si ces joueurs-là se développent, si on les met dans des bons schémas pour les faire progresser. Donc, c'est vraiment ça. Il y a plusieurs points d'interrogation, mais ils ont quand même des éléments pour dire que ça pourrait fonctionner. C'est ce qui fait le tour, justement, des équipes qu'on surveille, qu'on a placées dans nos classements
pour ce début de saison. Je vous garantis qu'après la semaine 3, il y aura du changement. Donc, c'est ce qui rend l'exercice agréable. On va passer maintenant à une période de questions que nos auditeurs, certains auditeurs très, très assidus nous ont envoyées. Commençons avec la question de Philippe Côté qui demande qui va redevenir une puissance en premier entre les Cowboys sans Micah Parsons ou les Patriots l'époque après Tom Brady? Je pense qu'on a parlé suffisamment des Patriots. On peut peut-être répondre en parlant des Cowboys rapidement. À quel point, oui, on est allé chercher 2 choix de première ronde et un plaqueur défensif en retour de Micah Parsons. Mais je pense que ça va avoir laissé une bonne douche d'eau froide du côté des Cowboys. Et on parlait qu'on a de la misère à payer certains joueurs. Ben, ça a toujours été le cas dans les dernières années du côté de Jerry Jones. Finalement, on donne des contrats astronomiques. Tu as parlé celui de Dak Prescott tantôt. CeeDee Lamb, c'est la même chose. Donc là aussi, l'argent est drôlement partagé là, du côté des Cowboys. Thierry, toi qui les connais bien, je vais te laisser y aller à ce niveau-là. Écoute, moi je pense que tant aussi longtemps que Jerry Jones va mener cette équipe-là, ça va leur faire mal. Il gère ça vraiment comme il gère ça comme un centre d'attraction plus que comme une équipe de la NFL. Mais c'est sûr que les Cowboys, j'ai failli les mettre dans mon classement parce que les Cowboys ont rarement 2 saisons difficiles une après l'autre. Il y a du talent là encore. Il y a du talent, puis là, on a des joueurs qui reviennent. On a nos deux corners qui reviennent, Darren Bland puis Trevon Diggs qui vont être là. Donc, on a des joueurs qui reviennent. Je ne serais pas surpris que les Cowboys, quand même, fassent mieux que l'année dernière. C'est sûr que là, perdre Micah Parsons, ça va faire énormément mal cette année. Mais par contre, je ne crois pas qu'ils sont nécessairement perdants dans cet échange-là. Tout le monde les voit comme les grands perdants. Je ne suis pas convaincu qu'ils sont tant perdants que ça à cause du salaire, justement, que Parsons va payer. 2 choix de first et le salaire économisé, c'est quand même pas mal. Moi, par contre, pour répondre à la question, moi, je pense que les Patriots vont c'est ce que être meilleurs, du moins cette année. Je ne sais pas si on regarde dans 5 ans, là, mais je pense que cette année, les Patriots vont être meilleurs que les Cowboys. Moi, j'allais dire que dans le futur, je pense, peut-être que je ne serais pas surpris que les Cowboys aient une fiche supérieure à celle des Patriots cette année, mais pour moi, dans 3 à 5 ans, les Patriots vont être nettement supérieurs aux Cowboys. C'est ce que je pense. Donc, Dak Prescott a quand même déjà 32 ans aussi. Ouais. Autre question venant celle-ci de mon frère Guillaume. Il demande si on devrait revenir à l'ancienne règle lors des bottées et peut-être faire les bottées un petit peu plus loin pour qu'il y ait plus de retours parce qu'il y a eu un changement quand même important l'année passée. Oui, moins de blessures, mais non, pas d'excitation des retours. Il y a définitivement quelque chose à améliorer à ce niveau-là. Michael, pour commencer, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour avec les bottées? On était tous excités de voir les changements. On se dit, ouais, les équipes partent statiques, OK, il n'y aura pas de blessures, mais au final, les retourneurs ne prenaient souvent pas le gamble de justement retourner le ballon. Donc, il y avait très, très peu de retours. C'était quasiment une perte de temps, là, les débuts de match et tout. Donc, effectivement, on pourrait. Écoute, il faudrait peut-être revoir la formule, mais c'était quand même un gros changement. Moi, je me dis, ils vont peut-être la garder peut-être 2-3 saisons encore avant de revoir cette situation-là. Mais c'est quelque chose à améliorer parce qu'il ne se passe jamais rien. C'est quasiment un 5 minutes, un botté, une pause publicitaire, on revient, puis tu n'as rien vu. Mais justement, là, si on y va avec sa proposition, si on gardait le même schéma dans lequel les joueurs qui reçoivent et ceux qui kickent sont aussi rapprochés, donc moins de contacts violents, mais si on kickait de plus loin, il risquerait d'avoir possiblement plus de retours. Ça pourrait rendre le tout plus excitant. Je suis d'accord avec toi, Étienne. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pensais que l'année passée, on allait prendre justement les règlements de la vieille XFL, puis que les botteurs allaient être plus loin, mais on n'a pas reculé les botteurs, donc ça ne changeait absolument rien de placer les joueurs. Les botteurs vont quand même défoncer dans la zone. Donc, moi, je pense que ça pourrait être bien si on recule les botteurs peut-être de 5 verges, peut-être de 10 verges. Ça serait à voir, mais c'est sûr que si on ne recule pas les botteurs, tu peux placer tes joueurs comme tu veux, mettre n'importe quel règlement.
Ben oui. Les batteurs vont défoncer dans la zone, puis ça va arrêter là. Ce serait de ne pas donner le choix au retourneur de justement retourner le ballon. Il n'y a même pas l'occasion de le faire. Ils ont des longues jambes. Donc, reculons les batteurs, puis ayons au moins un jeu de course, un retour excitant à voir. On va terminer avec une section hot take dans laquelle on y va de prédictions, disons, un peu échevelées, sur lesquelles on ne parierait pas nos maisons et qui sont quand même remplies de sens. Donc, je vous prends un braco, je vais vous laisser y réfléchir une seconde. Je vais y aller de ma première. Encore une fois, c'est basé sur des éléments concrets qu'on a discutés aujourd'hui, mais disons que je ne mettrai pas un gros montant à mise au jeu là-dessus. Donc, selon moi, je ne serais pas surpris que les Chiefs ne gagnent pas leur section. Selon moi, les Broncos de Denver, si on va chercher, si on est capable d'avoir une prestation disons, comme on peut s'attendre de Greenlaw et de l'autre, du secondaire en provenance des 49ers, son nom m'échappe, on serait capable de venir chauffer les Chiefs, ou Fanga, pardon, et potentiellement gagner la section. Donc, Chiefs qui seraient délogés de leur division, ça serait quand même de la division ouest de l'américaine, ça serait quand même pas rien. Je pense qu'on pourrait quand même les voir en éliminatoire, mais je ne serais pas surpris que les Broncos puissent les rattraper au final, peut-être même avoir une fiche semblable, identique. Et on sait que gagner à Denver, c'est très difficile. Je ne serais pas surpris que les Broncos puissent battre les Chiefs cette année à Denver. Donc, voici la mienne. Un hot take. Les Broncos, ça serait le fun. Chiefs, ça fait quoi, 10 ans qu'ils gagnent la division? Ça fait... en tout cas, ça fait pas loin de 10 ans certains qui gagnent la division. Là, fait que ça serait, les Broncos qui devancent les Chiefs. Donc, c'est mon hot take pour la saison 2025. Est-ce qu'un de vous deux en a une de près tout de suite? Moi, je peux y aller. Thierry, vas-y. Moi, je pense que les Bengals vont être mauvais cette année. Non! je dis, là, ils me font vraiment passer aux Saints avec Drew Brees. Je pense que c'était 2015, 2014, dans ce coin-là, là, qui marquait 45 points par match puis qui perdait 47-45. Cette défensive-là, pour vrai, va être atroce, misérable. Je pense que les Bengals vont être... Ils vont avoir une super attaque, ça, je vous le dis. Là. Ils vont marquer énormément de points par match, mais ils vont perdre leur match puis ils ne feront pas les éliminatoires puis ils vont être pas très bons. Ça ferait mal, ça. Je pense qu'on pourrait, si ça, en donnant un scénario comme ça, il faudrait définitivement s'entendre à du changement au niveau de la direction du coaching staff à Cincinnati. Là. Miguel, de ton côté? Écoute, hot takes. Je vais y aller avec deux. La première, plus ou moins, je vais pas tant me mouiller, mais j'irai avec, mon Dieu, Aaron Rodgers va complètement saboter son coach, Mike Tomlin, qui n'aura pas de fiche gagnante cette année à Pittsburgh pour la première fois depuis, je pense, de toute sa carrière. Je pensais qu'on allait ailleurs. Là. Je pensais que tu disais que ça allait bien marcher avec les Steelers. Donc là, ça aurait été un hot take. Oui, effectivement. Mais regarde, Mike Tomlin, je crois que c'est fini ses fiches gagnantes ou even. Puis peut-être un autre plus ou moins hot take, mais les Jaguars vont connaître une progression avec Trevor Lawrence. Intéressant. Donc, selon moi, là, vont passer deuxième de leur division. Donc, les Jaguars qui vont monter dans le classement de le sud de l'américaine. Les petits félins et leur choix de premier tour, deuxième au total, Hunter, qui va commencer en la position de receveur, devrait voir un peu d'action en la position de demi de coin, mais quand même, là, les yeux de plusieurs sont vers Jacksonville. Et effectivement, une progression ne serait pas trop surprenante, mais disons que
peu de gens seraient assez à l'aise de mettre un bon montant là-dessus. Donc, effectivement, on rentre ça dans la catégorie des hot takes. Les gars, je vous remercie. Gros travail encore une fois. Donc, ce fut très agréable de vous présenter ce tour d'horizon des principales équipes de la NFL. Tout au long de l'année, on va y aller de mise à jour. Donc, après chaque branche de 3 matchs, on va vous présenter une mise à jour de nos classements. Ça va changer, c'est garanti d'ici la première publication avant la semaine 4. Là, il va y avoir des changements sur les classements, mais ça va être une saison forte, excitante qui nous attend encore une fois. Et très heureux de faire ça avec vous autres, les gars. Encore une fois, c'est une belle année 2025 qui nous attend. Bien sûr, j'ai très hâte de voir justement notre équipe. Là, on rentre dans une ère excitante un petit peu au même titre, le parallèle des Canadiens qui sont en reconstruction. Les Patriots, j'ai l'impression qu'on est dans la même dynamique. Là, donc, très hâte de voir cette saison là, évoluer. Et l'équipe de Thierry qui se battra. Tu peux changer de casquette, Thierry. Qui se battra pour être championne en titre. Hein, pour répéter 2 ans de suite, c'est vraiment pas impossible. On est vraiment très solide partout. Les Eagles à surveiller cette année, encore une fois. Et quoi de mieux de commencer la saison? Eagles, Cowboys, les rivalités pour commencer la saison jeudi prochain. J'attends ça avec impatience. Gros merci, les gars. Ça fut encore une fois extrêmement plaisant. Merci à tous nos auditeurs d'avoir été présents aujourd'hui et tout au long de la saison de la NFL. On se donne rendez-vous très bientôt et on se dit à un prochain épisode du Temps d'arrêt.